Ce n'était pas un acte isolé, ce n'était pas un coup d'éclat. Oui, il y a bel et bien une offensive venue d'Ukraine sur le sol russe, dans cette région de Belgorod, une offensive de plus en plus fréquente, de plus en plus large, de plus en plus importante. Il y en a donc presque tous les jours. Et voilà même que les Russes, donc je vous le disais, commencent à évacuer des civils. On va voir tout ça en détail. Je voudrais d'abord qu'on situe les choses clairement, parce que vous entendez parler de cette région de Belgorod depuis un bon moment maintenant. Regardez la carte. Nous ne sommes pas sur le front. Le front, il est plus bas. Vous voyez le front. Le début du front, en tout cas, le début nord du front. On va rester sur la carte en large pour l'instant. On n'est pas non plus à l'arrière du front. Non, on est sur cette partie de la frontière qu'on pourrait dire entre le front, c'est-à-dire entre le nord du Donbass et la frontière avec la Biélorussie, avec donc cette région de Belgorod, qui est grande à peu près comme la Bretagne et peuplée d'1,5 million d'habitants. Alors, les dernières images qui nous parviennent, on va maintenant donner les faits. Les dernières images qui nous parviennent ne décrivent plus des opérations ponctuelles d'incursion, d'attaque. Elles décrivent bien des scènes de guerre. De quoi parle-t-on et quelle est la portée qu'il faut attribuer à cette transformation, ce changement de dimension des attaques venues d'Ukraine sur le sol russe dans cette région de Belgorod? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont ces images? Que s'est-il passé donc ces dernières heures? Eh bien regardez, les habitants de la région se sont réveillés ce matin sous une pluie de bombes, précisément des tirs de roquettes et de mortiers. Ici, on est dans la ville de Chebekino, 40 000 habitants, à 6 km à peine de la frontière. On voit cet immeuble d'habitation dont le toit est en flammes. Les habitants sont en panique. Écoutez-les. Обстреливали страшно. Страшно просто. Стекла побили. Побили нам стекла. Страх бешеный. 3 часов утра и до 7 не могли выехать. Не могли головы поднять. Все страшно. Panique aussi chez ce blogueur russe qui enfile un casque. Il se jette par terre quand une roquette commence à siffler au loin. On entend le grondement de l'artillerie. On décèle l'incompréhension dans ses yeux. Il attend, il angoisse. Le militaire, vous allez le voir, qui l'accompagne dans son reportage, est couché au sol, lui aussi. Et quand le raid est terminé, il raconte la surprise et la peur dans cette ville. Écoutez-le. Город постоянно под огнем, прилетает один пакет градов за другим, не считая минометы, ствольную артиллерию. Вот такие вот дома обычные, мирных жителей. Это город прифронтовой уже, фактически линия фронта. Эвакуационные автобусы вывозят людей в сторону хотя бы Белгорода. Люди с вещами выезжают, потому что украинская артиллерия устроила здесь настоящий террор. Вот такие вот столбы черного дыма. И вот этот момент, когда журналисты сами превращаются в волонтеров, потому что, наверное, наша бронированная машина тоже будет вывозить женщин, стариков и детей. По-другому нельзя. То, что здесь происходит, это ад. Rappelons, si vous nous rejoignez, que ce que vous venez d'entendre, ça se passe sur le sol russe. On n'est pas dans les régions ukrainiennes occupées par les Russes. Est-ce qu'il y a effectivement des évacuations, donc, Justine ? Oui, depuis, on a commencé à évacuer la population et les premières images sont arrivées. Ici, vous allez le voir, des enfants embarquent dans des bus pour rejoindre des régions plus éloignées de la frontière ukrainienne. Voronej, par exemple, à 250 km au nord-est de Belgorod. On ne parle pas de 8 à 10 enfants, on parle de 300 enfants évacués hier. Aujourd'hui, des adultes étaient aussi dans les convois. Il y en aura 600 demain. C'est une noria qui est en train de voir le jour. Il est clair que la question de la sécurité des enfants est très importante. Nous sommes tous très inquiets. Déclaration du gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov. Officiellement, il présente cela comme des départs vers des camps de vacances. J'ai demandé au gouverneur d'autres régions de m'aider à organiser des vacances d'été pour nos enfants et les familles avec de jeunes enfants. À un autre moment, on l'aperçoit dans une voiture qui longe la file de véhicules quittant la zone. Est-ce son cas lui aussi? C'est ce que l'on pourrait penser. Écoutez-le. Идет массирный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь Шебекино, окрестных сел.
Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Presque au même moment, en sens inverse, l'armée russe dépêche des troupes et du matériel en urgence. On peut voir notamment ce char avec le Z blanc de l'armée russe. Des avions de chasse russes seraient également intervenus. Autre signal d'une grande fébrilité, nous sommes toujours dans la ville de Chebekino et sur ces images saisies à la volée, on aperçoit le personnel de l'administration de la ville en train de brûler des documents comme si chacun se préparait à une invasion inéluctable. Alors c'est vrai que c'est assez saisissant. Est-ce qu'on a affaire à des seuls bombardements, Justine, pour que les choses soient bien claires, ou est-ce qu'il y a encore des groupes armés venus d'Ukraine qui ont pénétré en sol russe pour des combats? Eh bien, les assaillants revendiquent une nouvelle incursion. Ils disent être entrés dans un village tout proche de Chebekino, à 6 km à peine. On distingue au moins 3 combattants couchés par terre en lisière de forêt. Les tirs de fusils mitrailleurs s'enchaînent. Un 4e homme est dissimulé dans les herbes hautes ici. On voit les douilles voler les unes après les autres. On entend également les ordres ennemis hurler depuis l'intérieur du bois. Pour autant, il est difficile d'établir avec certitude qu'on est bien en territoire russe. Bon, on a entendu le gouverneur parler des forces armées ukrainiennes, de l'armée ukrainienne. Est-ce qu'il s'agit de groupes ukrainiens ou est-ce qu'il s'agit de combattants russes, venus d'Ukraine, mais russes? Eh bien, il s'agit clairement, encore une fois, de groupes russes, toujours les mêmes depuis quelques jours. En l'occurrence, le corps des volontaires russes, cette organisation réputée d'extrême droite. Ce matin, l'un de leurs chefs publiait cette vidéo pour annoncer l'imminence de leur opération. Écoutez. Совсем скоро покажется окраина Шебекина. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах, не волнуйтесь. Бойцы русского добровольческого корпуса не воюют с мирными жителями. Et le corps des volontaires russes, comme la semaine dernière, fait cause commune avec la Légion Liberté pour la Russie. Ce mouvement, attaché à l'opposant russe Ilya Ponomarev, eux aussi mettent largement en scène leur opération. On voit ces hommes en habits militaires, armés, devant des véhicules de transport de troupes. Écoutez. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайвору это только начало. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы. Donc, on est clairement en train de changer de dimension dans ces attaques. De toute évidence, oui. D'abord parce que ces deux groupes étaient visiblement beaucoup plus armés. Ils ont fait usage de lance-roquettes multiples, d'obusiers. Ils ont également multiplié les cibles, des immeubles civils, il faut le dire, ou encore un commissariat que vous allez voir et qui est ici en feu. D'où viennent ces armes? On sait que l'Ukraine ne possède pas que des obusiers et des lance-roquettes multiples occidentaux. Ils ont aussi leur propre matériel. L'ont-ils fourni à ces combattants? Ça, je vous laisserai en débattre. Et puis, changement de dimension aussi, parce que depuis presque une semaine, depuis vendredi, les bombardements sont désormais quotidiens avec beaucoup de dégâts, notamment des carcasses de voitures brûlées ou encore, vous le voyez, des fenêtres brisées. Et enfin, cette façade qui est éventré par un trou d'obus. Merci Justine. Alors, première chose, comment qualifier ce à quoi on assiste? Est-ce qu'on peut parler d'une guerre dans la guerre? Alors, Jean-Dominique. C'est un développement de la guerre. Vous disiez en commentant la carte à juste titre, David, que nous n'étions pas sur le front tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. En réalité, ce à quoi on assiste, c'est à l'ouverture d'un nouveau front. Donc nous sommes maintenant sur le front. Sauf que il est plus large que celui qu'on connaissait jusqu'à présent. Ce qu'on peut dire, c'est que on a l'impression que les Ukrainiens rejouent l'année 2014
à l'envers. En 2014, les Russes ont conquis de manière assez brillante, d'ailleurs, d'un point de vue militaire, la Crimée sans faire quasiment de victimes, avec ce qu'on avait appelé les petits hommes verts, des gens des forces spéciales dont on ne savait pas d'où ils venaient. Et puis ensuite, ils ont déstabilisé et pris le contrôle d'une grande partie du Donbass, avec soi-disant des milices locales dont on ne savait pas exactement, alors que il est clair aujourd'hui que les Russes les soutenaient de manière assez massive. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. Alors, pas dans les mêmes conditions, pas de la même façon, mais les Ukrainiens sont en train, avec des groupes russes, dont on ne connaît pas bien exactement tous les tenants et les aboutissants, de rouvrir un autre front. En sol russe. Oh non, en sol russe. Alors, ça pose des tas de problèmes politiques, diplomatiques, ça, on en parlera. Mais je crois encore une fois, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau depuis ces derniers jours, on est tous dans l'attente de la contre-offensive ou de l'offensive ukrainienne. Mais on se trompe. Elle a commencé, cette offensive ukrainienne. Nous la voyons depuis des semaines, des jours, et elle se développe, cette offensive ukrainienne. Ce que nous ne voyons pas encore, c'est une phase de cette offensive qui sera l'offensive au sol majeure sur la reconquête des territoires. Ça n'a pas commencé. Mais la contre-offensive, on la voit. Le front est élargi. Les Ukrainiens ont réussi à étendre le front, c'est-à-dire à obliger l'armée russe à se redéployer sur peut-être 200-300 kilomètres. Parce que là, il y a un redéploiement. Ils sont bien obligés de mettre des soldats, et ce n'est peut-être pas fini. Je crois que la zone qu'on voit en vert, là, enfin, entre le trait blanc, la frontière, jusqu'au nord, je crois qu'il y a 600 kilomètres de frontière qui n'étaient pas surveillés, voilà, entre Belgorod et la Biélorussie. Donc tout ça, il peut se passer des choses là, obligeant les Russes à protéger leurs frontières. Donc effectivement, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle phase de la guerre qui est, à mon avis, la première phase de l'offensive qui est en train de se dérouler. Général Trinquant, je me tourne vers vous. Que cherche-t-il ? Que cherche l'Ukraine à travers ces groupes russes en ouvrant ce nouveau front? Est-ce qu'ils espèrent déstabiliser la Russie en arrivant à conquérir une partie du territoire, à occuper une partie du territoire, pas l'armée ukrainienne, mais en soutenant ces groupes russes? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une diversion, ou est-ce qu'il s'agit encore une fois de permettre de redistribuer les forces russes et donc qu'elles soient moins nombreuses sur le front qu'on connaît habituellement? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Jean-Dominique Merchet, on le dit depuis un petit moment sur ce plateau, l'offensive a commencé de façon diverse et variée, et ça c'est une façon. Et je note trois choses. Les Ukrainiens surprennent les Russes parce que ce sont des Russes qui rentrent en Russie et qui rentrent dans un endroit extrêmement sensible pour les Russes. C'est au-delà du front, effectivement, là où l'armée ukrainienne et l'armée russe font face depuis longtemps, mais c'est le nœud logistique de l'armée russe. Et donc, c'est un endroit extrêmement sensible. Pourtant pas très bien gardé, visiblement. Et pas très bien gardé, mais parce que ils ont concentré leurs forces sur les fronts sur lesquels ils étaient. Je rappelle que la zone de Kharkiv, ils ont essayé beaucoup de prendre à partir de Belgorod, puis ils ont reculé. C'est l'offensive du mois de septembre où les Ukrainiens sont allés jusqu'à la frontière. Et là, apparemment, ils se sont pas gardés. Enfin, pas gardés suffisamment en tout cas. Et ça a des conséquences énormes pour les Russes. Parce que psychologiquement d'abord, ce sont des Russes qui attaquent en Russie. Alors pour la population russe, ça commence à être étrange, quoi. Des Russes qui veulent libérer la Russie. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que cette zone qui est là oblige les Russes, comme Jean-Dominique Merchet l'a dit, oblige les Russes à redéployer leurs forces. Or, ils n'ont pas tant de forces que ça à redéployer. Ils gardaient des forces en réserve pour frapper la contre-attaque lorsqu'elle viendrait. Donc il faut les garder un peu loin, etc. Là, ils sont obligés de les avancer. Et s'ils les avancent, vous savez, c'est un peu comme sur les jeux de dames ou d'échecs, ils les avancent sur la ligne devant. Et donc, ils ne pourront plus les bouger. Mais est-ce que vous pensez, Dominique, et pour reprendre ma question, que les Ukrainiens cherchent à conquérir une partie du territoire russe par soldats russes interposés pour déstabiliser le pouvoir central? Mais c'est ce qui se passe depuis 15 mois, c'est-à-dire qu'on teste les fameuses lignes rouges russes au fur et à mesure, puis on s'aperçoit que rien ne se passe. Et finalement, jamais personne ne pourra rentrer en Russie. Si, ils rentrent. Et qu'est-ce qui se passe? La population évacue.
Est-ce qu'il y a une véritable réaction russe? Pas tellement. Ils déploient des troupes, pas beaucoup plus que ça. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je souligne toujours que l'attaque qui a eu lieu la semaine dernière, très intéressante. Les véhicules détruits sont des véhicules américains. Et les Russes ne disent rien. Les Russes ne disent pas « Regardez, les Américains ont aidé, ont formé, ont entraîné, et ce sont les Américains qui nous envahissent. » Non, rien du tout. Donc la réponse russe est quand même d'un niveau très très bas, finalement. Et je pense que les Ukrainiens cherchent, ici ou ailleurs, quels sont les points faibles russes pour savoir où envoyer leur contre-attaque en fonction des mouvements qui se passent actuellement. Isabelle, pour vous, qu'est-ce qui se joue en ce moment dans cette région? Alors moi, je reviens j'ai passé 3 jours à une conférence internationale qui s'appelle le GlobSec, où il y avait beaucoup d'opposants russes et aussi beaucoup d'Ukrainiens. Et j'ai longuement discuté, notamment de Belgorod avec eux. Et c'est très intéressant parce que leurs vues, en fait, convergent sur certains points. Si je fais la synthèse, les Ukrainiens n'ont pas assez de matériel militaire aujourd'hui occidental pour assurer une offensive, une contre-offensive qui soit à 100% successful. Pardon de cet anglicisme. Et comme ils n'ont pas l'assurance que l'administration américaine les suivra pendant 2 ans, ils cherchent d'autres solutions. Autre limite qui leur est imposée, ils ont interdiction de frapper la Russie avec des armes occidentales, que ce soit des tanks, enfin là on en a vu passer 2 ou 3, mais je veux dire l'attaque, quand ils attaquent, c'est avec des drones de confection locale ou turque. Donc, pardon, je fais une parenthèse, ouais. Justine nous le disait il y a un instant, c'est pas parce qu'on frappe avec des lance-missiles que c'est des lance-missiles occidentaux. Les Ukrainiens disposaient de beaucoup d'artillerie et de lance-missiles eux-mêmes. Ils font très attention. Et en fait, tous disent la meilleure façon en fait de terminer cette histoire, ce serait de voir un effondrement de l'armée russe. Et certains disent, pour la première fois depuis plusieurs mois, il y a peut-être 10 ou 20% de chances que ça arrive. Et pour moi, cette attaque à Belgorod, c'est une espèce de piqûre au cœur même du service du système des forces armées russes. C'est-à-dire que on déstabilise le pouvoir russe, on déstabilise l'armée russe, on va être obligé de faire bouger des troupes russes du Donbass pour les amener ici. Donc on fragilise le front du Donbass. Et surtout, psychologiquement, et surtout parce que ce sont des groupes russes, on introduit un doute extrêmement fort, à la fois parmi les civils russes, qui se disent « mais attendez, on était censé, la guerre finalement est chez nous », et parmi les soldats russes, lequel doute est en plus alimenté par les guerres, on y reviendra tout à l'heure, entre différents chefs des forces de sécurité militaire. Donc ça permet à la fois de tester la résilience et la force du pouvoir politique russe, et la force et la résilience de l'armée russe. Bon, et après, il peut y avoir, ou pas d'ailleurs, mais un effet d'entraînement. Oui. Alors après, au niveau tactique, on peut toujours essayer de se dire, oui, ils refont exactement la même chose que les petits hommes verts, et les petits hommes verts qui avaient servi de conducteurs pour annexer la Crimée. Et là, on prend une poche aussi importante que la Crimée, puis après on échange. Je vous donne la parole, Gilles, mais levons 2 doutes s'ils existent. Il n'y a aucun doute que l'armée ukrainienne soit très directement impliquée derrière ces groupes russes. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pas de doute. L'équipement. Sinon, elle aurait nié. Ils ont franchi la frontière et ils ont de l'équipement. Je veux dire, ils n'arrivent pas avec de l'équipement qui tombe du ciel. Ils ont récupéré de l'équipement. Alors, l'armée ukrainienne dit, nous ne sommes pas directement derrière ces attaques. Ça veut dire indirectement. Donc, et deuxième doute, s'il existe, les Ukrainiens eux-mêmes, l'armée ukrainienne elle-même, n'entend pas occuper une partie du territoire russe. Non. 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 On est d'accord là-dessus. Éventuellement, qu'elle laisse des groupes russes, des groupes d'opposition russes, comme ceux qui nous ont été présentés, s'installer en territoire russe. On sait que la municipalité de cette ville dont il était question, ou d'un village, a été occupée, par exemple, pendant 24 heures. Ça, c'est possible, mais eux-mêmes, non. Oui, mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que, et ça, c'est un peu la première fois qu'on le voit aussi ouvertement, c'est-à-dire que ces groupes appellent à un changement de régime. C'est ça. Ils veulent remplacer le pouvoir et ils veulent
libérer la Russie. Jusque-là, on entendait ces revendications. C'était l'espoir de certains Ukrainiens, l'espoir de certains pays d'Europe orientale. Mais là, il y a un appel. Donc c'est aussi ça, ils appellent à des ralliements. Le souffle possible dont je parle, qui pourrait faire tache d'huile, ou on n'en sait rien, hein, mais c'est la première fois qu'il y a un appel comme ça de forces russes assez organisées à libérer le pays et à changer de pouvoir. Gilles Montré, votre regard sur ce qui est en train de se passer? Moi, ce qui me frappe, c'est la réaction russe à cette attaque. D'abord, la réaction militaire sur le terrain, et on voit effectivement l'absence de défense de la frontière, un mythe de plus qui s'effondre, hein. Le mythe de l'inviolabilité du territoire russe. On parlait tout à l'heure des services de renseignement tout-puissants qui ne le sont pas. Là, la défense de la Russie ne l'est pas. Alors là, ils envoient de leurs avions. Oui, bien sûr. Mais ils envoient des renforts de troupes, on les a la lenteur aperçus. de la réaction, le fait que ce soit produit. Mais la deuxième chose qui me frappe, c'est la communication russe suite à cet événement. Parce que tous les gens qu'on a vus, depuis l'influenceur jusqu'au gouverneur Gladkov, sont des gens qui n'ont aucune liberté de parole. Ce sont des gens qui communiquent, parce que c'est comme ça que le pouvoir veut communiquer. Lorsqu'on voit le gouverneur en train de fuir en disant « il y a des missiles, il y a des civils qui risquent leur vie », c'est que le pouvoir, j'ai envie de dire, fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est pas du tout la bonne expression, mais vu cette faillite de leur système de défense, préfère communiquer en disant « regardez, ils nous attaquent, c'est bien ce qu'on vous avait dit. L'Occident veut attaquer la Sainte Russie, la mère patrie. » Et peut-être que ça prépare aussi quelque chose dans, je ne sais pas, la mobilisation, la remobilisation, à un moment où on voit bien que l'opinion russe doute, se dit que Vladimir Poutine n'a peut-être pas de plan pour sortir de cette situation, ne voit pas où tout ça nous mène. Eh bien, si la Russie est attaquée, ça change encore de dimension. Il va falloir défendre la patrie. Et là, bien sûr, cette escalade-là peut mener à tout. Et en même temps, quel décalage. Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui, au moment même où il y avait ces images qui n'ont pas forcément été très largement diffusées, de cars, d'évacuation d'enfants, de civils de cette région, au moment même où c'était en train de se dérouler, Vladimir Poutine prend la parole. Donc on est dans le cadre de ce fameux 1er juin, la journée de l'enfant, on en parlait tout à l'heure. Vladimir Poutine dialogue avec des familles. De quoi parle-t-il? De son sommeil, de ses nuits. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai le temps de faire du sport? Bref, comme hier, il minimisait les attaques sur Moscou, on a l'impression que là, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutons Vladimir Poutine tout à l'heure. Конечно, как и все люди, сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом. И это помогает и в работе. Сплю, в общем, немного, наверное, 6-7 часов, я 6 в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Et il répond à une question qui lui est posée, montage Victor Gabet. Mais enfin, hier déjà on avait l'impression qu'il minimisait. C'est un non-événement pour Vladimir Poutine, Dominique. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les lignes rouges reculent au fur et à mesure. À chaque fois, on se dit, si je reviens à il y a 15 mois, les Stinger, ça ne va pas aller. L'artillerie, ça ne va pas aller. Là, le franchissement de la frontière russe, ça ne va pas aller. Bah si. Finalement, tout est minimisé en permanence. Ah mais vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, Vladimir Poutine? Il y a 15 mois, il lance une opération militaire spéciale en disant en 10 jours, on va renverser ce régime de nazis et on va être accueilli en libérateur par les Ukrainiens qui sont en fait des Russes. Bon, on est 15 mois plus tard, la guerre est sur son sol. Et il n'est pas en train de la gagner sur le sol de son voisin. Et donc il est obligé de raconter des trucs aux enfants en disant qu'il dort bien, qu'il fait du sport, que tout va bien, que... Bon, cette nuit, il a un peu moins bien dormi, mais bon, il est coincé. Enfin, je veux dire, ils sont coincés. Et en plus, il pourrait tenir le discours dont parlait Gilles. Gilles disait, c'est l'occasion de dire, vous voyez bien, je vous avais dit que c'était nous les victimes qu'on était attaqués. Mais il le tient par Gladkov interposé pour l'instant, c'est pas à son niveau. À son niveau, tout est sous contrôle. Il garde cette image de président qui veut prétendre sous contrôle. Mais à nouveau, que le gouverneur se filme en train de fuir et de parler des missiles, s'il avait vraiment voulu étouffer cette histoire, personne n'aurait parlé, on aurait dit mais c'est rien passé du tout, on vous donne des fausses images, c'est de la propagande. Donc il y a quelque chose dans le pouvoir russe qui veut jouer aussi de cette attaque pour une forme de surenchère ou de remobilisation. Oui.
Quelqu'un veut Moi, je réagir sais là-dessus pas, si je me méfie de ces surinterprétations des déclarations parce que parfois, vous savez, ça dysfonctionne. Et depuis 15 mois, on voit que... Pas un gouverneur. Non, mais que Prigogine, etc., qui a une liberté de ton très forte, que des éléments de la société civile, mais que le gouverneur, il faut voir ce que c'est l'administration russe. Vous savez, le gouverneur, oui, enfin, je ne sais pas qui est ce gouverneur, mais personnellement, mais les gens ne sont pas les mêmes dans une situation de normale qu'on a pu connaître quand tout fonctionnait à peu près normalement, et dans une situation où il y a des tirs de mortier dans son quartier et où il ne s'attendait pas à ça. Donc il y a des moments où les choses... Mais clairement, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas comme ça devait marcher. Et ça, tout le monde le constate. Chacun à sa manière. Alors après, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une mobilisation? On parle tout le temps de cette mobilisation, mais ils l'ont pas... Ils en ont fait une fois, ils ont mobilisé 300 000 soldats, il y a 600 000 civils qui ont quitté le pays. Bon, est-ce qu'ils peuvent se refaire ça tous les ans? Question annexe, est-ce qu'elle est décalée? Est-ce qu'elle est oiseuse? Vous allez répondre. Mais sur non pas la légalité, mais peut-être l'opportunité de porter la guerre sur le sol russe. Hier, on parlait de Cleverly, donc le secrétaire d'État britannique, donc aux affaires étrangères. Voilà ce qu'il disait. Les cibles militaires légitimes, au-delà de sa propre frontière, font partie de l'autodéfense de l'Ukraine. Il était clair. Eh bien, le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est sur la même ligne. Quand on lui demande, quand on le questionne sur les attaques venues d'Ukraine sur le sol russe, voilà ce qu'il dit. L'Ukraine a le droit de se défendre. Autrement dit, envoyer ses groupes russes sur le sol russe, ça fait partie de la défense de l'Ukraine. Oui, alors là c'est intéressant, les deux positions. L'Ukraine a le droit de se défendre et d'attaquer en Russie. L'OTAN, les Européens n'attaquent pas la Russie. Et donc, attention à l'emploi des armes, mais les Ukrainiens, ils ont le droit. Donc ça, si vous voulez, le Britannique a été le premier à le dire, il a eu raison, il faut se rappeler de 1940. Londres se faisait bombarder, les premiers bombardements ont eu lieu en Allemagne, en disant, écoutez, il n'y a pas de raison que nous, on se fasse attaquer et qu'on ne puisse pas répliquer de l'autre côté. Donc c'est exactement le même raisonnement. Les Ukrainiens ont parfaitement le droit de frapper en Russie parce que c'est leur autodéfense. Mais attention, pas avec nos armes, pas avec nos équipements, parce que nous, Européens, on ne veut pas rentrer en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui a choisi de combattre contre l'Ukraine. Donc elle doit en mesurer les conséquences. Mais nous, les Européens, on n'est pas attaqués et donc on ne va pas attaquer la Russie. Isabelle ? Oui, parce que c'est très simple, le cœur politique et militaire de cette guerre se situe en Russie. Donc les Ukrainiens vont avoir du mal à gagner la guerre si à un moment donné, ils ne visent pas ce cœur politique ou ce cœur militaire. C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique qu'ils veuillent détruire des bases militaires, des centres d'artillerie, etc. Et la ligne rouge, mais par contre, elle a été toujours respectée par les Ukrainiens, c'est-à-dire que jamais... ils n'ont attaqué de cibles en Russie, y compris militaires, avec du matériel occidental. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles les Américains, Joe Biden avait si longtemps tergiversé avant d'autoriser la réexportation des F-16. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas que les F-16 soient utilisés pour aller bombarder une cible en Russie. Et les Ukrainiens ont donné leur parole. Pour l'instant, ils l'ont toujours tenue en 15 mois. Et question annexe, Gilles Montré, Dimitri Peskov, lui... va un peu plus loin. Il s'appuie sur les images qu'on a vues tout à l'heure de ces immeubles d'habitation en feu, par exemple. Et voilà ce qu'il dit. Toujours pas un seul mot du côté de l'Occident qui critiquerait ou condamnerait le régime de Kiev pour cela. Il est d'une mauvaise foi totale, comme l'a été Medvedev quand il a indiqué que le Royaume-Uni franchissait une ligne rouge en disant que l'Ukraine avait le droit de se défendre. Les Occidentaux ont toujours été très clairs. Depuis le début, bien sûr que les Ukrainiens peuvent attaquer les Russes, peuvent se défendre. En revanche, pas avec des armes occidentales, d'où tout le débat sur non seulement les F-16, mais évidemment les missiles de longue portée. Les Anglais ayant été les premiers à accepter de fournir des missiles longue portée qui pourraient toucher le sol russe aux Ukrainiens. Et c'est probablement ça que Medvedev... Ils peuvent attaquer le sol russe, mais même si c'est pas le cas aujourd'hui. Sur des immeubles d'habitation. Alors, parce que c'est ça qu'on a observé aussi. Plus, là, on parle. Les questions, si votre question est sur les missiles anglais, livrés par les Anglais, ils ont été livrés avec une longue portée qui pourrait toucher le sol russe, mais les Ukrainiens, pour l'instant, n'ont jamais
franchi cette ligne. Non, mais là, je parle plus de la question des armes fournies par l'Occident. Je parle de la question des armes fournies par l'Ukraine à ces groupes russes et qui, c'est vrai, il faut le dire, mais est-ce qu'on peut comparer les frappes de ces groupes sur les civils de la région de Belgorod aux frappes russes sur Kiev ou d'autres grandes villes qui, là aussi, frappent des civils? Est-ce que ceci est à mettre en balance avec cela? Non, mais bien sûr, mais dans la propagande russe, je rappelle qu'ils disent toujours qu'ils frappent sur des sites stratégiques en Ukraine, jamais sur la population, évidemment. Ils le disent toujours comme ça. En revanche, eux vont pouvoir dire, vous voyez, les Ukrainiens attaquent la population russe. Parce qu'il faut bien voir que tout ceci, c'est sur la télévision, enfin sur les réseaux russes, que tout ceci est dit. Et donc, ils inversent les choses. Moi, je me souviens, tout à fait au début de la guerre, un officier russe me disait « Mais vous comprenez qu'on n'avance pas vite parce qu'on ne veut pas tuer des civils avec l'artillerie. » Je lui dis « Vous foutez de moi, là. Regardez ce qui se passe. Vous tuez des civils. » Non, dans leur langage, toujours, ils ne frappent pas les civils. Ce ne sont que des sites stratégiques. Et c'est le langage qui passe en Russie. Est-ce que pour vous, Général Trinquant, en frappant aussi de façon indistincte, par exemple, cette ville qui est à 6 km de la frontière, les Ukrainiens ou les groupes russes armés par les Ukrainiens cherchent justement à l'évacuation des populations, c'est-à-dire à une redistribution des cartes dans cette... Mais ils cherchent à frapper psychologiquement la population russe. Vous croyez que la guerre, c'était pas pour vous? Que la guerre, ça se passait ailleurs? Des gens que je connais qui étaient en Russie me disent les Russes se sont enfermés dans une bulle. Ils regardent pas la guerre. Ils disent moi, je suis pas touché par la guerre, c'est ailleurs, c'est autre chose. Maintenant, vous voyez, la guerre, elle est chez vous. Et la guerre, c'est une réalité qui va vous toucher. Ça fait 15 mois que vous ne voulez pas la regarder. Eh bien, regardez-la, elle vous touche. Oui, ça fait partie de l'offensive, ça. Hein. C'est la guerre psychologique. Hein. Oui, Dominique vient de prononcer le mot psychologique. Ces opérations militaires qui ont une vocation militaire de terrain, à redéployer les troupes, éventuellement prendre le contrôle, ont aussi et peut-être d'abord une vocation psychologique. Ce sont d'abord des opérations psychologiques qui visent le moral, qui visent à la fois le moral de la population russe, du pouvoir russe, de l'armée russe, mais aussi de la population ukrainienne, parce que évidemment les Ukrainiens se réjouissent de voir la guerre portée chez le voisin. Donc ce sont des opérations psychologiques. Or les opérations psychologiques à la guerre, c'est quelque chose de très important, parce que la guerre, c'est évidemment combien de canons, combien de munitions, combien d'hommes sur le terrain, mais c'est aussi, selon une vieille formule militaire, un affrontement des volontés. Et donc, la volonté, qu'est-ce qu'il y a de plus psychologique que la volonté, au final? Donc, quand vous tapez la volonté, quand vous cassez la volonté de l'autre, alors c'est pas toujours facile. On a longtemps cru qu'en bombardant les villes allemandes, on ferait tomber Hitler. On a rasé la moitié des villes allemandes et Hitler, il a fallu aller le chercher dans son bunker, quasiment. Mais bon.